Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le budget d'un de mes abonnés qui m'a envoyé le détail de ses revenus, de ses dépenses, de la manière dont il souhaite investir son argent, de sa vision de l'argent. C'est une rubrique que je fais depuis quelques années sur ma chaîne qui généralement vous plaît beaucoup. Je reçois chaque semaine en message privé des demandes pour les prochains budgets d'abonnés, quand est-ce que j'en sortirai de nouveau. C'est un format qui me demande pas mal de travail, donc je ne le fais pas chaque semaine non plus, mais j'aime bien en proposer régulièrement parce que ça donne en fait des visions de comment font les autres. Ça veut pas dire qu'on peut faire exactement pareil parce que chaque situation est vraiment différente. À chaque fois, c'est juste un cas particulier, c'est une personne qui nous expose son budget et on peut en tirer des choses ou pas, on peut apprendre des choses ou pas, ça dépend totalement des budgets et de notre vision de l'argent. Mais voilà, ce n'est pas un tuto non plus et je suis consciente que l'argent reste un sujet sensible. Donc si jamais c'est un sujet qui est douloureux pour vous, n'hésitez pas à me retrouver sur une autre vidéo. On parle aussi d'autres sujets sur ma chaîne. Et nous allons donc passer au budget de Nicolas qui a 37 ans, qui est technicien. Il est célibataire et sans enfant. J'ai l'impression de faire la présentation d'une émission. Mais du coup, il m'a envoyé son budget parce qu'il est intéressant. Il est payé au SMIC, mais il a mis en place plein de choses et il a pu profiter de plein de choses qu'il avait à sa disposition pour optimiser le mieux possible. Donc vraiment, je trouve que ce budget avait un grand intérêt à être partagé. Au niveau de ses revenus, il a 1483 € de revenus nets. C'est lissé sur l'année, parfois il a un petit peu plus. Il a de temps en temps des primes mensuelles par exemple, donc voilà, ça va un petit peu gonfler le montant, parfois un petit peu le baisser, mais en tout cas ça lui fait 1483 en moyenne. Il est payé au SMIC horaire et après il va avoir la prime d'activité à 219 €. C'est vrai que généralement quand on travaille au SMIC on y a le droit. Il ne la demande que depuis l'année dernière. Avant il ne la demandait pas, cette prime d'activité, parce qu'il voulait faire sans aide, mais il s'est quand même rendu compte que pour épargner pour ses projets futurs, pour préparer sa retraite, c'était quand même bien de profiter de ce à quoi il avait le droit, puisque tout simplement cette aide est un droit, donc il n'y a pas de raison de la refuser, et ça l'aide quand même pas mal dans son budget. Il gagne donc 1702 € net par mois, mais ce qui va être intéressant dans son budget, c'est qu'il a, avec son entreprise, des primes trimestrielles qu'il ne va pas recevoir en argent sur son compte en banque, mais qu'il va recevoir sur son plan épargne entreprise. Et par exemple, l'année dernière, il a eu 4324 € de primes annuelles qui ont été mises sur son PEE. Et ce qui est super intéressant, c'est que vu qu'il y avait un très bon rendement, ça lui a généré des dividendes. Il commence à avoir vraiment beaucoup d'argent sur ce PEE parce que ça fait pas mal d'années qu'il est dans l'entreprise, je suppose. Il a 37 000 € sur ce plan épargne entreprise et donc l'année dernière, il y avait un rendement à plus de 10%, ce qui lui a généré plus de 3 000 € de dividendes qui viennent se rajouter sur le PEE. Et ça va vraiment fonctionner sous forme d'intérêt composé plus l'abondement chaque année avec les primes trimestrielles. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qui vient bien compléter son épargne. Et finalement, vous le verrez après dans son budget, ça va représenter même plus que ce qu'il épargne chaque année. Et donc ça vient compléter son patrimoine sans forcément nécessiter un effort d'épargne de sa part. Même si il pourrait probablement demander à toucher ses primes trimestrielles, les ajouter sur ses revenus et les dépenser s'il le souhaitait, enfin je pense. Mais en tout cas là c'est vraiment intéressant pour lui, pour son avenir, pour pouvoir placer cet argent. On reviendra un petit peu plus tard sur tout ce qui est épargne, investissement, intérêt composé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement intéressant. Et nous allons passer au détail de ses dépenses. Pour l'analyse de ses dépenses, il m'a envoyé vraiment le récap de 2023 avec ce qu'il a dépensé chaque mois pour chaque poste de dépenses. Donc là, on va se baser sur une moyenne de tout ça, sauf pour les catégories où il m'a dit qu'il allait changer ce poste de dépenses. En fait, quand vous faites votre budget, c'est vraiment recommandé de regarder vos comptes sur l'année qui s'est écoulée. Ça peut être un peu long, mais c'est vraiment un des meilleurs moyens de ne rien oublier parce que on a tendance, quand on veut faire son budget pour la première fois, qu'on n'a jamais eu trop l'habitude de le faire, d'oublier plein de catégories et en fait de se mettre parfois des objectifs qui sont inatteignables parce que on oublie plein de petites catégories de dépenses en se disant que ça c'est des imprévus, mais s'il y a des imprévus qui arrivent chaque année, c'est plus des imprévus, il faut vraiment budgétiser pour ça. Et ça permet de ne pas être démoralisé avec ses objectifs d'épargne. Si on passe vraiment de chaque mois, on creuse son découvert de 100 € à faire un budget un peu à la va-vite et se dire bon maintenant j'épargne 500 € par mois et ne pas y arriver les premiers mois et du coup se décourager et se dire bon bah ça sert à rien, autant ne pas faire d'efforts. Et il y a vraiment ce côté là avec le budget, donc je vous recommande vraiment de faire un récap de ce que vous avez fait avant, comme ça vous avez une idée de votre mode de dépense quand vous êtes en mode normal sans forcément y penser, si par exemple avant vous y pensiez pas trop. Et après si vous voulez vous fixer des objectifs, il va falloir faire quelques calculs, voir si c'est possible, voir si c'est pas trop ambitieux. Par exemple réduire petit à petit certaines catégories de dépenses. Vous pouvez utiliser aussi le système des enveloppes qui est un système qui marche très bien si vous avez tendance à trop sortir votre carte bleue.
de vous dire par exemple pour ce mois-ci j'ai, je sais pas, je dis n'importe quoi, 80 € pour manger à l'extérieur, je me fais une enveloppe de 80 €. Dès que ces 80 € sont finis, je n'ai plus, je ne peux plus dépenser dans cette catégorie-là. Et s'il en reste à la fin du mois, hop, on vient le mettre en épargne ou on vient le donner pour un autre poste de dépense. On peut ajuster aussi, ou on peut le mettre pour le mois suivant si on a envie de faire un peu plus de dépenses le mois suivant. Enfin voilà, on peut adapter comme ça peut vraiment bien fonctionner. En tout cas, c'est toujours intéressant de faire son budget, de savoir combien on dépense, de savoir comment on dépense. Ça aide énormément et c'est un geste très simple qui peut vraiment vous permettre de vous enrichir, en fait, de mettre de l'argent de côté, de régler vos dettes. C'est vraiment un geste très lucratif. Alors je m'aide du cahier pour avoir les chiffres sous les yeux parce que je les ai pas tous en tête évidemment. En dépenses habitation, donc il dépense 491 € par mois pour un 45 mètres carrés en Alsace. J'imagine que ça comprend aussi l'électricité parce que je ne le vois pas revenir dans un autre poste de dépense après. Et généralement quand on est locataire, c'est pas toujours le cas, mais souvent il va y avoir tout ce qui est taxe des ordures ménagères qui est déjà inclus dedans. Il va y avoir aussi l'eau froide très souvent. Et après parfois il peut y avoir d'autres choses, peut-être que dans son cas il a l'électricité qui est aussi comptée dedans, enfin ça dépend. En budget alimentaire, il se fixe l'objectif de 160 € par mois. Avant il était à 250 €, il avait fait le système des enveloppes pour y arriver. Il voudrait réduire encore plus puisqu'il a prévu de pouvoir épargner plus pour ses projets futurs. 160 € par mois pour une personne seule, c'est tout à fait convenable comme budget. Alors c'est vrai que sur ça, on a tous une vision très personnelle. Pour certains, ça peut paraître comme vraiment très peu, pour d'autres, ça peut paraître comme beaucoup. Si jamais vous avez du mal à réduire votre budget alimentaire, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le sujet. J'ai plein de vidéos avec des idées de recettes à 1 €, des recettes à 2 €, enfin voilà, des recettes à petit budget qui peuvent vous aider à réduire votre budget alimentaire global. Ensuite, en taxes, impôts, amendes, il a fait une catégorie en 2023 et lissé sur l'année, ça faisait un petit peu plus de 9 €. Il a ensuite une catégorie équipement, je ne sais pas exactement à quoi elle correspond, si c'est les vêtements, si c'est pour la pratique de son activité physique, mais en tout cas il y en a pour à peu près 71 € dans cette catégorie-là. C'est bien de le budgétiser sur l'année si on a des dépenses de temps en temps. Si par exemple, je sais pas, on est passionné de randonnée et qu'on achète régulièrement du matériel, qu'on doit changer sa tente, que chaque année finalement on se rend compte qu'il y a des dépenses, ça peut être bien de créer un budget pour, parce que ça évite de désépargner en se demandant où part son argent. Ensuite, il en a pour un peu plus de 35 € par mois en santé, donc j'imagine que ça comprend la mutuelle, éventuellement peut-être les avances de frais dès qu'il va chez le médecin ou les dépassements d'honoraires. Il a ensuite une catégorie soins dans laquelle il dépense 12 € par mois. Je sais pas exactement si ça comprend les produits pour le corps ou ce genre de choses, tout ce qui est savon, produits d'hygiène, etc. Ça, c'est vrai qu'on a tous notre manière de faire nos catégories sur ça, et je reçois souvent des messages aussi me demandant où est-ce que je compte mon budget hygiène, mon budget pour les produits ménagers. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai pas forcément un budget dédié à ça. En fait, ce que je fais, c'est que si je le prends pendant mes courses, si par exemple, je sais pas, je suis au supermarché, j'achète du papier toilette ou j'en sais rien, moi, du savon ou du dentifrice, je le compte dans mon budget course. Et si je le commande sur internet ou que je prends quelque chose de spécifique, vraiment dédié, bah, je vais le compter dans mon budget autre, parce que j'ai pas forcément fait de catégorie pour ça. C'est tellement variable sur l'année que c'est vrai que je l'ai pas fait. Ce qui compte, c'est que chaque euro soit compté quelque part dans tous les cas. Après, la catégorie, vous la faites comme vous le souhaitez. C'est pareil pour l'alimentation, il y en a qui vont mettre le budget restaurant dedans, il y en a qui vont séparer. Dans mon cas, je sépare, mais voilà. Le tout, c'est que tout soit bien compté et bien clair pour vous. Pour le budget voiture, ça lui revient au total à 136 € par mois. Il l'utilise pas tant que ça et c'est une vieille voiture qui commence quand même à coûter assez cher en frais d'entretien. Donc il envisage à terme de la changer pour prendre une voiture qui nécessiterait moins de frais mensuels en fait et d'être gagnant quand même sur ce point-là. Mais pour faire des économies, il a investi dans un vélo, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et du coup, ça lui permet de faire une grosse partie de ses trajets pour aller travailler à vélo. Il dépense 17,91 € pour ce budget-là et ça lui permet d'obtenir chaque année 500 € de prime de la part de son employeur. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'est une prime qu'il obtient dès lors qu'il fait plus de 2000 km par an, je crois, à vélo ou en covoiturage. Et donc c'est vrai que personne ne va cracher sur 500 € de prime. En plus, le vélo, ça permet de faire de l'exercice, ça pollue moins, ça fait faire des économies. Ça a quand même beaucoup d'avantages. En tout cas, le vélo pour se déplacer. Si on fait du vélo en tant que passion, comme je sais pas, du VTT ou du vélo route, ça peut parfois coûter un peu plus cher et pas forcément faire des économies. Mais après, c'est souvent ça. Les passions, ça a souvent un coût. En budget loisirs et sorties, il en a pour 63 € par mois. Ça va inclure les restaurants aussi. Et il a ensuite un budget pour les dons et les cadeaux qui est de 37 € par mois.
Ensuite, en abonnement, chaque mois, il va payer 53 €. Ça va inclure un abonnement Spotify à environ 10 €. Et les 43 € qu'il reste, ça va être pour Bouygues, donc pour tout ce qui est téléphonie, internet, box, etc. C'est vrai qu'il aimerait diminuer ce poste. Alors moi, je trouve que son poste est plutôt raisonnable sur ce point-là. Ça devient difficile de faire des économies sur ces postes-là. Pendant un temps, vu que tout le monde se faisait beaucoup de concurrence, on pouvait trouver des prix très intéressants. Je trouve que c'est un petit peu moins le cas maintenant, même si en France, ça reste intéressant par rapport à plein d'autres pays où ça coûte beaucoup plus cher sur ces postes de dépenses là. Dans mon cas, c'est exactement ce que je paye. Je suis chez Bouygues aussi et je paye exactement ça. Après, il faut voir selon sa connexion. Des fois, il peut y avoir des offres plus intéressantes. Il faut vraiment s'assurer que ça passe bien chez soi aussi, parce que ça peut vraiment être une galère d'avoir une mauvaise connexion internet, surtout quand on en a besoin pour travailler. Enfin voilà, ça peut être plus compliqué, mais c'est à regarder. C'est vrai que souvent, ce type de poste peut être négocié. Sur l'abonnement téléphonique, on peut trouver des offres très peu chères de nos jours. Après, ça dépend du nombre de gigas dont on a besoin, etc. Enfin voilà, c'est toujours à regarder selon sa situation, selon la connexion là où l'on habite. Mais c'est vrai que négocier les abonnements, c'est quelque chose qui peut faire économiser beaucoup d'argent sur le long terme, parce que ça va être une économie qu'on fait chaque mois. C'est pas comme se dire là je refuse une sortie, j'économise 30 €. Quand on réduit ses abonnements internet, téléphonique, et que par exemple on arrive à récupérer 15 € par mois, sur l'année ça fait 180 € de moins. Si on prend sur 10 ans, ça fait 1800 € de moins qu'on aura à payer sur ce poste-là, et ça peut vite faire des sommes assez énormes. Ensuite en banque, il va payer chaque mois 12 €. Alors je trouve ça plutôt élevé. Après ça dépend des besoins qu'il a avec sa banque, ça peut vraiment être très variable aussi. C'est vrai que dans mon cas, je trouve que souvent c'est une économie très facile de passer sur une banque en ligne gratuite. C'est ce que j'ai fait dès lors que j'ai passé les 26 ans, je crois. J'avais avant une offre qui était à 1 € dans une banque classique, donc ça allait encore. Et ils ont voulu augmenter quand je suis passée à 26 ans, c'était à 8 ou 9 € par mois. Je trouvais que mis bout à bout sur l'année, ça faisait trop cher. Je suis passée chez une banque gratuite et mine de rien, ça me fait économiser une centaine d'euros par an. C'est ce que je vous disais avant. Après, vraiment, ça dépend des besoins qu'on a. Si notre banque nous apporte beaucoup, peut-être que lui, il y a pas mal de points qui concernent l'investissement. Donc peut-être qu'en termes d'investissement, c'était plus intéressant pour lui de prendre une banque avec des frais bancaires, mais que ça lui prend un plus petit pourcentage quand il investit ou ce genre de choses. C'est tout à fait probable aussi. Donc ça, c'est vraiment personnel. Mais en tout cas, si jamais vous êtes dans cette situation, que vous trouvez que vous payez trop de frais bancaires, ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas moins cher ailleurs ou s'il n'y a pas des banques gratuites qui pourraient vous convenir aussi. C'est très variable selon chacun. Et on parle souvent du crédit immobilier, mais par exemple dans notre cas avec mon conjoint, on a un crédit immobilier. On a simplement résilié la carte qui était payante là où on a fait notre crédit immobilier et on reste sur notre banque gratuite à côté de ça. Ensuite, il a des frais liés au travail de 5,91 €. Je ne sais pas exactement à quoi ils correspondent. Peut-être que ça peut être, je sais pas, pour les cafés pris à l'entreprise, ou peut-être que ça va être s'il y a des cagnottes dans l'année pour des anniversaires ou des barbecues ou j'en sais rien, pour des événements. Je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a ce petit poste de dépense. C'est bien qu'il soit compté en tout cas parce que si ça revient chaque année, c'est bien de le prévoir quand même. Et il va ensuite avoir un budget de 183 € lié aux vacances. C'est un budget qu'il aimerait réduire aussi, même si son but n'est pas de se priver de tout et de vraiment passer à 0 € en loisirs, en vacances, etc. Mais il aimerait bien réduire un petit peu pour pouvoir économiser plus et investir un peu plus pour tous les projets qu'il a dont on parlera après. Et donc son objectif ce serait de garder en budget vacances le fait d'aller voir sa famille une fois par an et le fait aussi d'aller à l'étranger une fois par an. Actuellement il faisait 3 fois des vacances dans l'année, il aimerait passer à 2. Après ça c'est totalement personnel. Sur le besoin de vacances, je pense qu'on est tous différents, ça dépend de notre environnement, ça dépend de ce qu'on considère comme des vacances ou pas. Les vacances ça n'a pas forcément besoin de coûter très cher non plus. Parfois on peut se sentir totalement en vacances sans dépenser trop d'argent. Parfois, on a envie de profiter et de décompresser dans ces moments-là, de dépenser beaucoup plus d'argent que d'habitude et c'est tout à fait ok aussi, on fait comme on veut. Il a ensuite un budget assurance de 32 € par mois. Je ne sais pas si ça compte l'assurance habitation, si c'est l'assurance voiture, si c'est une autre assurance, je ne sais pas qui pourrait entrer en compte. En tout cas, le budget est compté et ça c'est le principal. Ce qui lui fait donc 1323 € de dépenses par mois si on lisse sur l'année 2023 et avec quelques nouveaux objectifs, même s'il y a moyen que ça diminue en 2024 puisqu'il a prévu de faire quelques changements. Ça représente environ 15 800 € de dépenses à l'année, donc bien en dessous de ce qu'il gagne, ce qui veut dire qu'il peut épargner et investir chaque mois. Au niveau de ce qu'il a en banque, vous allez voir que c'est quand même pas mal élevé puisqu'il va avoir 2 700 € sur son compte courant, 22 950 € sur son livret A, ça il me semble que c'est le maximum qu'on puisse mettre dessus, 12 000 € sur son livret développement durable, donc c'est
comme le livret A en termes de rendement, et 12 000 € c'est le maximum aussi. 10 000 € sur son livret d'épargne populaire, c'est vrai que vu qu'il a un petit revenu, il y est éligible. Vraiment, regardez si vous êtes éligible pour un livret d'épargne populaire. Ça a un taux d'intérêt extrêmement intéressant. C'est pas accessible à tout le monde puisque il y a populaire dans le nom, donc c'est pas pour tous les revenus. Il faut demander, voir si vous pouvez l'avoir, parce que les intérêts sont élevés et c'est un livret sans risque. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas toujours, enfin, dans la vie, c'est pas si courant qu'on ait des intérêts élevés avec pas de risque derrière, enfin c'est même ça n'arrive quasiment jamais, donc profitez-en si vous avez la possibilité. Et il a 35 000 € sur un tonique et croissance. J'ai pas compris exactement ce que c'était, mais en tout cas il peut récupérer cet argent sur son compte courant en cas de besoin. Ça lui fait donc en épargne accessible, on va dire, 82 650 €, ce qui est vraiment très conséquent, hein. Clairement c'est une très belle somme d'argent. Et donc il faut savoir que Nicolas il a reçu un héritage en février 2023 de 23 000 €, dont une partie est sur ses livrets, l'autre partie il l'a investi, comme on le verra un petit peu après. Et il m'a aussi mis dans son mail le fait qu'il avait de généreux cadeaux de sa famille, donc à Noël, aux anniversaires, il va parfois avoir 1 000 €, 1 500 €, donc forcément ce sont des aides en plus. C'est pour ça que souvent on ne peut pas définir un budget à partir de ce que la personne gagne et se comparer aux gens, parce qu'on a toujours des situations différentes. On peut avoir des avantages par rapport aux autres, ou on peut avoir des inconvénients, ça va dépendre. Et dans son cas, évidemment qu'il va pas refuser si on lui propose 1 500 € à Noël. Je pense que tout le monde accepte, encore plus quand on gagne le SMIC. On va pas se positionner comme non, je veux faire mon storytelling de comment je m'en sors avec le SMIC. Non, si on nous propose un avantage, on l'accepte évidemment. Et je pense que c'est aussi super important de reconnaître ses privilèges quand on en a, de ne pas façonner son storytelling façon si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, no pain, no gain, franchement, il n'y a pas d'excuses et tout, parce que si, en fait, on a tous des situations très différentes. Et vraiment, c'est très important de le prendre en compte. Mais ça n'enlève pas le mérite qu'il a à avoir pu constituer une belle épargne, à ne pas avoir tout dépensé non plus, parce qu'on peut très bien avoir des dons, des cadeaux, des héritages, mais tout dépenser et rester avec 0 € à la fin. Dans son cas, il a quand même constitué une belle épargne. Il y en a une grosse partie qui est liée à ses efforts personnels, ses efforts d'épargne, malgré un salaire qui, même en comptant les primes, est bien en dessous du salaire médian en France. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté sur tout ça, parce que je pense que c'est important d'en parler, à la fois de ne pas se comparer aux autres, mais de ne pas retirer le mérite des autres non plus. En fait, jusqu'ici, Nicolas, il a toujours été très écureuil, vraiment économe, il a mis beaucoup d'argent de côté, il était dans une dynamique vraiment d'épargne pure pour vraiment faire grandir, on va dire, ses épargnes sur livret, etc. Et à un moment, il a décidé, fin 2022, de s'intéresser aussi à l'investissement, parce que c'est vrai que l'épargne, ça peut être limité au bout d'un moment. Si on ne fait rien de cet argent, ça n'a pas vraiment d'intérêt, même si, dans tous les cas, ça lui a permis d'avoir aujourd'hui un joli pactole quand même, qui peut lui faciliter la vie pour ses investissements et tout ça. L'épargne, ça ne sert jamais à rien dans tous les cas, même si actuellement, vous savez pas exactement où vous en serez dans 2 ans, quels sont vos projets pour plus tard, ça peut être intéressant d'épargner parce que cet argent, il vous servira toujours, quels que soient vos projets. Si vous avez envie d'ouvrir une boutique pour vendre des donuts quelque part, il vous faudra de l'argent pour investir dans ce projet et ce sera bien d'avoir épargné à un moment donné, même si vous saviez pas exactement à quoi allait servir cet argent. Pour autant, si vous n'avez pas épargné auparavant, c'est pas grave, c'est pas ce qui doit vous empêcher de vous mettre à épargner aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait à partir de maintenant. Et donc il s'est intéressé à tout ce qui était mouvement assez frugaliste, liberté financière, le mouvement FIRE qui va être dans l'idée, je vous en ai pas mal parlé sur cette chaîne, de viser une retraite anticipée en fait, donc de pouvoir économiser et de vivre de ses rentes un peu plus tôt que la retraite prévue. Dans son cas, il n'a pas prévu de partir à la retraite avant l'âge prévu. Il s'est dit que ce serait quand même compliqué de partir par exemple à 50 ans parce que ça nécessite de constituer un énorme patrimoine et de prendre beaucoup de risques dès maintenant ou de travailler beaucoup plus dès maintenant. Mais en tout cas, il a prévu un plan d'investissement sur 30 ans pour se faciliter la vie à la retraite, pour pouvoir augmenter son niveau de vie à ce moment-là et compléter la retraite qu'il aura eue en fonction de ses revenus. Surtout que c'est vrai qu'on ne sait pas exactement comment va avancer la retraite. C'est quelque chose qui se fait un petit peu grignoter de plus en plus au fil du temps, donc c'est vrai que c'est quand même un sujet qui peut faire peur, notamment quand on a un revenu qui n'est pas forcément très élevé. Donc ça peut être intéressant de chercher à la compléter plus tard, même si personnellement je suis d'avis que la retraite est quelque chose qui devrait être maintenu autant que possible et que vraiment il faut se battre pour préserver les droits qu'on a et qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent à ne rien toucher alors qu'ils arriveront à un âge avancé. Voilà, on peut à la fois préparer pour soi mais ne pas être pour le fait que ça devrait fonctionner comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Donc comme je vous le disais, en plus des 82 000 € qu'il a en accessible sur livret, sur son compte en banque, enfin etc., il va avoir 37 000 € qui sont placés sur son PEE, qui génère plus de 10% d'intérêt par an, en tout cas depuis quelques années. Donc là par exemple, si ça fait 10% cette année, ça fera 3 700 € de plus qui viendront se mettre dessus. Et sachant qu'à chaque fois, il y a à la fois les dividendes qui viennent compléter tout ça, plus le fait qu'avec les primes trimestrielles qui atterrissent dessus, ça vient aussi faire un apport à chaque fois en plus, ce qui vient vraiment faire un effet boule de neige et qui fait que vraiment ce plan est de plus en plus intéressant. Ça peut vraiment être un des avantages du salariat. En fait, souvent on compare salariat et être auto-entrepreneur, freelance, etc. Il y a des avantages dans les deux et souvent avec le salariat, ce genre de choses, ça peut être très intéressant, notamment si vous avez du mal à épargner de vous-même ou si vous avez des revenus qui sont trop proches de ce que vous dépensez, ça peut être difficile. Parfois ça vient vous compléter une épargne qui peut être encore plus importante que ce que vous auriez fait par vous-même, parce que vous auriez peut-être été tenté d'augmenter votre mode de dépense si vous aviez touché cet argent, alors que là le fait qu'il se cumule tout seul dans son coin sans que vous ayez vraiment à y penser, ça peut vraiment vous faire un beau pactole pour le jour où vous quittez l'entreprise. Les conditions pour débloquer un plan épargne entreprise, je sais pas si c'est les mêmes pour tout le monde. Dans le cas de mon conjoint qui en a dans l'entreprise où il est, je crois que c'est pour l'achat d'une résidence principale en cas de mariage ou de Pacs. Il me semble que dans tous les cas, on peut toujours débloquer un PEE dès qu'on a des urgences dans la vie, comme par exemple un décès du conjoint par exemple, ou s'il y a des violences conjugales, qui est aussi une situation qui peut amener à avoir besoin de débloquer de l'argent maintenant, tout de suite, pour refaire sa vie, pour partir. Voilà, c'est bien que ce soit une des conditions, je trouve, pour pouvoir le débloquer. Même si on devrait ne jamais avoir à utiliser cette possibilité, c'est bien que cette possibilité existe. Mais donc dans son cas, il compte bien le laisser se cumuler, je pense, parce que c'est quand même intéressant et ce serait dommage de s'en priver. Au niveau de sa nouvelle stratégie d'investissement, déjà il va garder 10 000 € en fonds d'urgence sur son livret d'épargne populaire. Ça c'est super important, vraiment. Constituez-vous un fonds d'urgence dès que possible, même si c'est petit, même si tout le monde ne peut pas avoir 10 000 € de côté facilement. Mais peu importe, même si vous arrivez au bout d'un moment à avoir ne serait-ce qu'un mois de salaire de côté en cas de problème, en cas de baisse de revenus, en cas de juste d'imprévu en fait, de quelque chose qu'il faut changer rapidement, où vous avez besoin d'argent pour cette situation. C'est vraiment super important de toujours avoir de l'argent disponible, même si au final on n'a jamais à l'utiliser parce qu'on a de la chance, il nous arrive rien. Ce sera toujours mieux d'avoir eu cet argent que de ne pas l'avoir à un moment où on a vraiment une situation super difficile qui nous arrive et que en plus de ça on doit se soucier du manque d'argent à ce moment-là. Vraiment, constituez-vous un fonds d'urgence dès que possible, même si vous commencez par mettre pas beaucoup, par mettre 10 € par mois, enfin ce sera déjà un bon début. Ensuite, il a vraiment prévu son plan sur le long terme, donc son plan c'est vraiment sur 30 ans, donc jusqu'à ses 67 ans, puisqu'il a actuellement 37 ans, vraiment pour se faciliter la retraite plus tard. Donc son but c'est d'ouvrir un PEA, enfin c'est déjà fait, sur lequel il met 250 € par mois. Il y a mis un petit peu de l'héritage qu'il avait eu pour faire un petit abondement déjà pour créer une petite base on va dire, et dessus il prend des actions à dividendes et des actions avec achat-revente. L'intérêt du PEA c'est qu'on est taxé uniquement quand on retire l'argent et on est taxé sur les intérêts. Il me semble que si on retire avant les 5 premières années c'est dans les 30% sur les intérêts et que si on retire après c'est 17,2 quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça, j'ai pas les chiffres exacts en tête mais vous voyez le principe. Il investit en DCA, je savais pas que ça s'appelait comme ça mais c'est quelque chose que je fais aussi. C'est de mettre la même somme tous les mois peu importe l'état du marché. Je trouve que c'est une excellente méthode puisque ça évite le côté un petit peu incertain je trouve de placer tout ce qu'on a au même moment et que ce soit potentiellement un mauvais moment. Ça peut être un très bon moment comme ça peut être un mauvais, le fait de mettre un petit peu tout le temps comme ça et toujours la même somme, ça permet un petit peu de lisser on va dire le prix d'achat et de sécuriser aussi, en tout cas c'est ma vision des choses sur ce point là. Et dans sa stratégie d'investissement, il y a aussi l'ouverture d'un compte titre ordinaire, donc CTO. Je vous mettrai à l'écran un petit peu ce qu'il m'a détaillé sur le sujet pour ne pas faire une trop longue parenthèse sur tout ça. Et donc il va investir comme ça jusqu'à la retraite, enfin dans l'idée, avec au début une stratégie plus tournée vers le risque et petit à petit une stratégie de moins en moins tournée vers le risque. Le but étant à la fin d'investir dans des actions à dividendes pour pouvoir toucher une somme directement sur son compte plus tard pour venir compléter la retraite qu'il aura à 67 ans.
Et donc ça lui permettra de bénéficier d'un capital qui aura pendant 30 ans pu évoluer grâce à la puissance des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est vraiment quelque chose qui est super important à connaître, puisque souvent si on regarde juste sur quelques années, ça donne pas forcément quelque chose qui nous paraît fou. Faut vraiment regarder sur un peu plus loin, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce que ça donne, pour voir à quel point c'est impressionnant et à quel point ça peut modifier une petite somme en quelque chose de totalement énorme, puisqu'à chaque fois les intérêts viennent se mettre sur la somme qui a eu des intérêts aussi, et ainsi de suite. Ça fait vraiment une espèce d'énorme boule de neige qui grossit de plus en plus. Pour vous donner un exemple, par exemple j'ai fait une simulation avec les 14 260 € qu'il a actuellement sur son PEA et en mettant 250 € par mois. Donc c'est vraiment en supposant qu'il ne mette pas plus avec le temps, sachant qu'il est probable qu'avec le temps il se mette à mettre plus. Et si on prend par exemple un rendement à 8%, ce qui reste un rendement élevé mais qui n'est pas non plus improbable avec un PEA, au bout de 30 ans, cela donnerait 227 848 €. Et en fait, en partant de 14 260 sur lesquels il met 250 € par mois, et sur ces 227 000 €, il y aurait 123 000 € qui sont uniquement des intérêts en fait. C'est pas des sommes qu'il a mises lui-même, c'est ce qui s'est fait avec les intérêts. Ça veut dire qu'au bout de 30 ans, il y a plus de la moitié de cette somme qui vient uniquement des intérêts qui se sont cumulés les uns aux autres chaque année, sachant que sur ces 123 000 €, c'est imposable, donc voilà, il y aura quelque chose à payer dessus, mais ce sera minoritaire, ce sera très intéressant quand même. Du coup, il aimerait dépenser moins pour pouvoir épargner et investir plus. Et donc son plan d'action pour y arriver, il y a le fait donc de diminuer son budget alimentaire de 90 € par mois. Mine de rien, ça peut faire une énorme différence. Il y a le fait, comme je vous l'ai dit, de faire un petit peu moins de vacances tout en préservant ce poste de dépense quand même. Il y a le fait de faire plus de vélo, moins de voitures et éventuellement de changer de voiture pour avoir une voiture qui lui coûte moins cher en entretien. Et il y a aussi le fait qu'il s'intéresserait au fait d'acheter sa résidence principale pour économiser sur son plus gros poste de dépense, puisqu'il dépense 491 € par mois pour son habitation, mais il se sent quand même limité dans cette partie-là parce qu'il n'a pas une forte capacité d'épargne non plus et qu'il met énormément d'argent en investissement et que son but c'est pas de prendre de son PEA ou de son PEE pour investir dans sa résidence principale. Donc c'est vrai que ça limite un petit peu. Mais pour autant, si je devais donner mon avis sur la situation, pour moi il a largement de quoi proposer un apport vraiment très intéressant quand même avec l'épargne qu'il a, puisqu'il a quand même une très belle épargne. Le but c'est pas de mettre 100% de son épargne dans l'apport, c'est quelque chose que j'ai déjà fait parce que à des moments j'ai pas eu le choix, mais vraiment je recommande pas. C'est bien de toujours garder de l'argent de côté, c'est moins stressant quand même, et dans son cas il a vraiment la possibilité de le faire. Et donc par exemple j'ai fait une simulation et je regardais vraiment pourquoi ne pas tenter de faire un investissement à crédit pour sa résidence principale. Après ça peut aussi être un investissement locatif si c'était dans ses plans, mais voilà, enfin chacun a son avis sur la question. Même sur le fait de devenir propriétaire ou pas, je me serais pas permise de lui proposer de devenir propriétaire si c'était quelque chose qui l'intéressait pas, parce que c'est pas du tout dans les rêves de tout le monde. Parfois on a juste envie de rester locataire et ça peut être très bien aussi, et ça peut être très intéressant financièrement aussi, ça dépend vraiment des situations. Mais donc j'avais fait une simulation avec 50 000 € d'apport, ce qui lui laisserait 30 000 € d'épargne accessible quand même, et en plus des 50 000 € qu'il a sur son PEA et PE actuellement à peu près. Et donc dans ce cas-là, en empruntant 80 000 €, ça lui ferait donc la somme de 130 000 €. Donc on pourrait partir sur un appartement à 118 000 € en gardant 12 000 € en comptant une fourchette haute pour les frais de notaire, sachant que ce serait sûrement un peu moins, mais voilà, je préfère prévoir plus que pas assez, ce qui lui ferait une mensualité d'environ 450 € par mois. Donc c'est possible avec son SMIC. Après, est-ce qu'il aurait envie de payer cette mensualité tous les mois? Pas forcément, parce qu'il faut bien prendre en compte quand on devient propriétaire qu'il y a des frais qu'on a en plus de quand on est locataire. Puisque quand on est locataire, il y a plein de choses qui sont déjà inclus dans le loyer qu'on paye en fait. Il va y avoir la taxe foncière qui est déjà inclus, il va y avoir les charges de copro par exemple s'il y en a qui sont inclus dedans, s'il y a des travaux d'immeubles, etc., bah c'est pas à nous de les payer, c'est au propriétaire. Quand on est propriétaire, il faut vraiment prévoir une marge pour tout ça, parce qu'on va avoir des dépenses en plus. Après, dans ce qu'on paye en mensualité de crédit, il y en a une grosse partie qui est une forme d'investissement dans son bien quand même pour augmenter son patrimoine. Donc c'est pas de l'argent qu'on jette par la fenêtre. On rembourse un prêt qu'on a fait pour quelque chose qui nous appartient, qui augmente notre patrimoine. Et après, il faut regarder aussi les prix de l'immobilier, ce qu'il aurait pour 118 000 €, si c'est intéressant pour lui, sachant qu'actuellement il paye 491 € en incluant
plein d'autres choses dans l'habitation pour un 45 mètres carrés. J'en déduis qu'il n'habite pas forcément dans une région hyper chère, mais après ça peut varier aussi. Par exemple, si on prend Paris, souvent les prix de loyer vont être moins élevés que ce qu'on va payer en mensualité de crédit pour une surface identique. Donc ça peut varier selon les endroits. Parfois c'est plus intéressant à la location, parfois c'est plus intéressant d'être propriétaire. Donc il faut vraiment regarder selon sa région, selon ses plans. Voilà, c'est pas une solution universelle que je suis en train de donner, mais en tout cas ça peut être une possibilité de mettre un gros apport, de garder de l'argent de côté parce qu'il faut en garder. Garder 30 000 €, je pense que c'est largement raisonnable. Si jamais il y a des travaux, si jamais il y a des choses à payer, normalement il s'en sortira et ça lui laisse son épargne pour les fonds d'urgence aussi. Mais au niveau des bénéfices qu'il peut y avoir à devenir propriétaire, par exemple, c'est que là, dans 25 ans, s'il fait un crédit sur 25 ans, j'ai pris une hypothèse, hein, ça veut pas dire qu'il ferait ça, mais ça veut dire que dans 25 ans, son bien, il est payé. Donc il a un plan sur 30 ans, ça veut dire que les 5 dernières années de son plan, il n'a plus ni loyer ni crédit à payer. Et donc ça peut lui permettre de mettre de l'argent de côté en plus ou d'investir en plus, ou ça peut aussi lui compenser une baisse de revenus. Parce que souvent on va faire nos plans en supposant que tout aille bien, mais on peut très bien avoir un arrêt maladie, on peut très bien se retrouver au chômage, enfin il y a plein de choses qui peuvent arriver qui font qu'on a une baisse de revenus et ça peut être plus compliqué à ce moment-là de devoir payer son loyer. Il va y avoir aussi le fait que lorsqu'on paye une mensualité de crédit, on paye la même mensualité de crédit au fur et à mesure du temps, alors que le loyer peut augmenter. Si par exemple demain vous êtes dans une région qui se met à attirer beaucoup de monde, où les prix augmentent énormément et que vous êtes locataire, bah parfois vous pouvez ne pas réussir à suivre l'augmentation du loyer et vous retrouver à devoir déménager dans des surfaces toujours moins intéressantes parce que vous ne pouvez pas augmenter à la vitesse à laquelle ça augmente. En France, c'est quand même assez régulé globalement, mais je pense par exemple aux États-Unis, des fois on voit des reportages sur New York, Los Angeles où les gens ont vu leur loyer doubler en quelques années et où en fait ils ne peuvent plus se permettre d'habiter dans leur logement. Et ça peut donner des situations très très difficiles aussi. Au-delà de ça, il y a le fait que si dans quelques années il veut déménager ou il a une nouvelle composition familiale par exemple et la taille de l'appartement ne lui convient plus, l'appartement peut être revendu si besoin. Généralement c'est intéressant de ne pas revendre un appartement dans les années qui suivent le moment où on l'a acheté. Généralement sur le long terme ça s'avère plutôt intéressant. Ça dépend, rien n'est écrit donc on ne sait pas exactement comment les choses se passent. Mais même si l'investissement immobilier c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose d'absolument garanti, de toujours couronné de succès ou quoi que ce soit, ça reste globalement quelque chose qui peut avoir un intérêt sur ces points-là et au pire ça peut aussi être mis en location si jamais il ne veut pas revendre à ce moment-là. Nous c'est ce qu'on a fait pour notre premier bien par exemple, c'est pareil, le fait de louer un bien c'est pas un long fleuve tranquille non plus, il faut pas voir ça comme quelque chose d'hyper facile où juste on a de l'argent qui rentre tous les mois sans rien faire parce que c'est clairement pas ça et ça comporte des risques aussi. Mais ça peut être des solutions envisageables si jamais il choisit d'acheter un bien à crédit ou après selon les prix de sa région peut-être qu'il peut avoir un crédit beaucoup plus bas et que 118 000 € c'est élevé pour sa région. Je ne sais pas du tout puisque l'Alsace c'est grand. Voilà, il peut y avoir des prix vraiment très différents même au sein d'une même région puisqu'il habite en Alsace mais les prix ne sont pas pareils dans toute l'Alsace. Du coup en conclusion je trouve que son budget est extrêmement bien géré, qu'il a pris énormément de sécurité aussi pour ne pas faire quelque chose de risqué non plus, même avec sa stratégie d'investissement qui est à la fois ambitieuse mais très réaliste. Il a rien prévu de fou non plus, enfin il a pas prévu je sais pas d'emprunter de l'argent pour l'investir dans quelque chose qui peut-être peut donner beaucoup mais qui pourrait aussi lui faire perdre de l'argent. Non, il a une stratégie qui est vraiment fiable tout en étant conscient des petits risques qu'il peut y avoir parce que rien n'est jamais garanti, mais je trouve en tout cas qu'il a pris vraiment beaucoup de précautions, que son budget est très sain, que sa manière de gérer l'argent est vraiment bien, qu'il a de la place pour les loisirs aussi et ça c'est super important. Parce que parfois on peut avoir tendance à réduire un petit peu trop certains budgets, c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi, donc je trouve ça bien de garder de la place pour les choses qui nous font du bien parce que l'argent qu'on gagne il sert aussi à nous profiter, à nous permettre de nous faire plaisir, même s'il n'y a pas qu'en dépensant de l'argent qu'on peut se faire plaisir. Et voilà, merci beaucoup à Nicolas de m'avoir envoyé son budget, j'espère que il pourra vous apporter quelque chose, peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans, peut-être que pas du tout, mais que ça pourra vous éclairer sur ce que juste une autre personne fait. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer sur les prochains budgets d'abonnés que je posterai, sur les prochains thèmes liés à mon budget ou à ma manière de voir les choses sur l'argent, des recettes aussi qui vont venir, des meal prep, enfin
plein de contenu qui va arriver. Si vous vous abonnez, ça vous permet de l'avoir directement dans votre fil d'abonnement et moi ça m'aide énormément aussi. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de faire ces petits gestes. Et donc on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on peut papoter sur Instagram si vous le souhaitez, c'est Mûre et Noisette également. Je poste quotidiennement en story et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!